Question Banque centrale, évidemment, à la une, avec la réunion en cours de la Réserve fédérale américaine et la communication de Jérôme Powell attendue ce soir dans un univers de banque centrale où les choses bougent très vite ces dernières semaines. On en parle avec Samy Char, qui est avec nous en vidéoconférence depuis Genève, chef économiste du groupe Lombardier. Bonjour et bienvenue Samy. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec nous en direct. La question concernant la Fed, effectivement, je le disais, dans un univers où beaucoup de banques centrales sont en train de s'agiter sur la question de l'inflation, la question est de savoir jusqu'où le discours de Jérôme Powell sur l'inflation peut évoluer après bientôt 9 mois maintenant de surprise à la hausse continue sur l'inflation aux États-Unis. Oui, bien sûr, il y a le message et l'interprétation de la Réserve fédérale américaine sur l'inflation, mais il y a surtout les anticipations de hausse de taux, ce qui est évidemment une conséquence directe, mais ces anticipations de hausse de taux de la part des marchés qui sont quand même très très conservateurs, avec plusieurs hausses de taux déjà anticipées pour la Réserve fédérale américaine en 2022, mais aussi pour la BCE d'ailleurs. Alors ça on est un peu revenu dessus, mais on montre que vraiment il y a un narratif de marché pour des taux ramenés en avant, assez rapide, et du coup, pas une capacité d'aller très très haut, contre un narratif de banque centrale qui est tout à l'opposé, c'est-à-dire des hausses de taux un peu plus tard, un peu plus lentement au début, ce qui permettrait d'étendre le cycle et d'aller éventuellement un peu plus haut. Donc c'est la confrontation de ces deux narratifs, des hausses de taux courtes et rapides, contre des hausses de taux un peu plus tard, et éventuellement à un niveau un peu plus haut pour les banques centrales, et on a vraiment cette confrontation entre les deux. On va avoir une réponse ce soir. Est-ce que Jérôme Powell a des éléments qui lui permettent peut-être de faire un pas timide vers le pricing de marché d'une certaine manière, Samy? Alors, de ce qu'on a vu de la BCE la semaine dernière, de la Banque d'Australie cette semaine, c'est quand même une volonté des banquiers centraux de coller à leur narratif, qui est de dire oui, on doit normaliser la politique monétaire parce que les économies ne sont plus dans une situation d'urgence, mais on va y aller quand même de manière graduelle, de manière flexible, on va essayer de ne pas trop heurter le cycle, on va essayer encore une fois de donner une chance à cette reprise de pleinement s'épanouir. Donc il y a une volonté pour les banques centrales de rester proches de leur narratif, peut-être, oui, d'ajuster un peu à la marge. Je pense que Jérôme Powell va aussi faire partie de ce camp-là, donc il devrait quand même repousser un petit peu ses attentes de marché, peut-être les modifier légèrement, mais je serais très surpris qu'il cède complètement au narratif de marché, qui serait celui de monter les taux très vite et plutôt fort, parce qu'il y a une inquiétude marquée sur l'inflation, alors qu'on sait bien quand même qu'il y a énormément de ces effets qui vont se dissiper en 2022, et on est plutôt conforté au jour le jour dans le fait que ces effets se dissipent. Donc pas de raison vraiment pour Jérôme Powell de céder aux pressions de marché. Et ça veut dire que le discours, le narratif, comme vous dites, de Jérôme Powell sur l'inflation ne peut qu'évoluer à la marge. C'est ce que vous dites, Samy. Officiellement, Jérôme Powell doit encore considérer l'inflation comme transitoire ce soir ? Exactement, la transition est un peu plus longue que ce qui était escompté, mais c'est vrai que ces perturbations sur les chaînes de valeur sont vouées à se normaliser. Mais effectivement, on s'attendait peut-être à ce qu'elles se normalisent un tout petit peu plus tôt. Elles vont mettre un peu plus de temps à se normaliser, mais il n'y a pas de raison qu'elles ne se normalisent pas. Donc en réalité, l'inquiétude, même si, encore une fois, ces banques centrales vont être sous pression un peu plus longtemps qu'espéré, il n'y a pas de raison de penser que énormément de ces effets mécaniques, de ces effets de base, ne finissent pas par se dissiper à un moment en 2022. On peut imaginer que le dialogue que vous avez décrit là, entre les banques centrales et les marchés va se poursuivre et va générer peut-être un peu de volatilité. On l'a déjà observé, notamment sur les marchés obligataires, sur les courbes de taux, avec des mouvements un peu de montagne russe ces derniers jours et ces dernières semaines. Vous le disiez, on voit Christine Lagarde qui essaye de repousser les attentes du marché. Ça marche pas totalement. On peut imaginer que Jérôme Powell n'aura pas totalement gain de cause non plus ce soir, avec un marché qui anticipe une voire deux hausses de taux en 2022. C'est-à-dire que cette situation va encore générer du bruit peut-être dans les marchés pour plusieurs mois encore. Oui, vous avez 100% raison, Grégoire. Les marchés, maintenant, quelque part, ne croient plus ce discours apaisant des banques centrales sur le fait que ces effets transitoires vont se dissiper. Ils vont vouloir voir ça en réel. Et donc, effectivement, c'est uniquement lorsqu'on verra les chiffres de shipping, les chiffres de temps de livraison, toutes ces problématiques de goulot d'étranglement dans les chaînes de valeur, c'est vraiment lorsqu'on verra une amélioration réelle dans l'économie réelle
que les marchés peut-être céderont un petit peu au discours des banques centrales. Donc on va avoir cette forme de convergence entre des banques centrales qui pensaient que ces effets se dissiperaient plus vite et qui finalement cèdent au fait qu'ils mettent plus de temps à se normaliser, mais aussi des marchés qui, quelque part, doivent voir dans l'économie réelle des améliorations avant d'avoir un positionnement peut-être moins extrême quant aux hausses de taux éventuellement anticipées. Si on considère que l'inflation reste transitoire, quand bien même elle dure plus longtemps sur ces niveaux élevés, Samy, est-ce qu'il y a malgré tout de la place pour un calendrier un peu plus rapide peut-être en matière de normalisation de politique monétaire du côté de la Fed, encore une fois, sachant que d'autres banques centrales de rang secondaire prennent beaucoup moins de précautions que Jérôme Powell ces derniers temps. On a vu des mouvements du côté de la Banque du Canada, demain peut-être la Banque d'Angleterre, même si elle a déjà bien signalé les choses, mais on voit des banques centrales qui sont déjà très en avance. C'est une pression supplémentaire, j'imagine. Oui, bien sûr. Après, la situation américaine est relativement spécifique. Et surtout, je pense que ce que va regarder la Réserve fédérale américaine, c'est d'où vient l'inflation. Si elle vient effectivement de ces effets de base, de ces effets mécaniques et de ces goulots d'étranglement, c'est une chose. Si elle vient de l'augmentation des salaires et des loyers, de l'augmentation des loyers, c'en est une autre, parce que il y a des segments dans l'économie où il y a des effets de substitution. Si vous ne pouvez pas consommer un bien, vous consommez un autre bien. Si vous ne pouvez pas consommer de biens, vous consommez des services. Et donc là, l'inflation qui vient d'endroits où il y a des effets de substitution, elle est moins inquiétante. Mais lorsque les salaires augmentent de manière généralisée et lorsque les loyers augmentent de manière généralisée, évidemment, ça, c'est des signes d'inflation un petit peu de fin de cycle. On n'y est pas encore complètement, mais on sent que cette inflation de fin de cycle, elle arrive très progressivement, de manière assez visqueuse. Et donc, c'est pour cela que la Réserve fédérale américaine doit avoir une politique de hausse de taux. Mais cette politique de hausse de taux peut être graduelle, elle peut arriver en 2023 et s'étendre sur 2024-2025. Le risque, c'est qu'à trop anticiper cette inflation de fin de cycle, eh bien, on va finir par tuer le cycle trop en amont. Et évidemment, on ne va pas laisser un cycle étendu se mettre en place. Donc, c'est vraiment une situation un peu d'équilibriste pour la Réserve fédérale américaine. Mais d'où vient l'inflation et l'élément central et c'est probablement là que les questions vont vraiment se poser ce soir. Un point clé à prendre en compte pour cette réunion, c'est que c'est une réunion sans nouvelles projections économiques, sans nouvelles projections de taux directeurs. Les prochaines projections sont attendues sur la réunion de décembre. Généralement, vous me corrigez si je me trompe, Samy, généralement les banquiers centraux aiment bien s'appuyer sur ce genre de données, de projections venant de leur staff pour prendre des décisions ou pour modifier le pilotage des anticipations de marché. Oui, c'est effectivement plus cohérent, mais ceci dit, c'est aujourd'hui qu'ils vont annoncer la réduction des achats d'actifs. Ah oui. Donc c'est un meeting quelque part intermédiaire entre deux meetings de projection. Il y a une décision de politique monétaire importante qui est celle de réduire les achats d'actifs. On en parle peu parce qu'elle est évidemment complètement anticipée. On sait que à l'été 2022, la Réserve fédérale américaine ne sera plus en train d'étendre son bilan. Elle achètera évidemment plus d'actifs, si ce n'est le réinvestissement des obligations qui arrivent à échéance. Mais la grande question, c'est, dans la séquence habituelle, on réduit les achats d'actifs, on attend un peu pour voir comment l'économie réagit, et on monte les taux. Et c'est vraiment sur cette question d'attente que les journalistes vont être très très concentrés et vont certainement bousculer un peu Jérôme Powell, c'est-à-dire, mais quel va être ce temps d'attente? Est-ce que ça doit être 3 mois? Est-ce que ça doit être 6 mois? Ou est-ce qu'on n'a plus besoin de temps d'attente? Je ne pense pas que Jérôme Powell apportera une réponse ce soir, mais si effectivement il dit qu'un temps d'attente plus court entre la fin des achats d'actifs et la première hausse de taux peut s'avérer juste dans le cadre actuel, bien évidemment, ça veut dire qu'on peut ramener les anticipations de hausse de taux plus tôt. Et ce serait quand même un signal assez difficile que finalement Powell donne un petit peu raison au marché. Mais le positionnement de Powell sur ce temps d'attente, on pourrait déjà avoir une réponse ce soir, donc ça va être assez intéressant d'être attentif. Est-ce que la séquence de normalisation de la Fed peut évoluer dès ce soir? Réponse donc à partir de 19h30 heure française. On a un décalage horaire amoindré aujourd'hui entre la côte est des États-Unis et le continent et la France. Donc c'est 19h30 heure française, la conférence de presse de Jérôme Powell à suivre. Si on s'intéresse précisément à la politique américaine en tant que telle, Samy, il y avait des élections intermédiaires locales dans différents États et notamment des élections pour des postes de gouverneurs. On a vu une victoire
inattendu, quand même, il faut le dire, d'un républicain en Virginie, en tout cas un État qui était profondément démocrate depuis plusieurs années. Joe Biden l'avait emporté avec 10 points d'avance sur les républicains lors de la dernière présidentielle. Je le disais en introduction, même en 2016, Trump n'avait pas réussi à retourner la Virginie. Là, c'est un républicain qui accède au poste de gouverneur. Il y a d'autres exemples comme ça qui se sont matérialisés la nuit dernière lors de ces élections locales aux États-Unis. Quelle indication ça nous donne? Et évidemment, quelle indication ça nous donne dans l'idée d'évaluer ce que pourrait être la politique économique américaine sur les prochaines années, enfin, sur le reste du mandat de Joe Biden en l'occurrence? Oui, j'ai pas l'impression que cette défaite soit tant une surprise que ça. Elle était quand même assez anticipée. Peut-être qu'on était à 50-50, mais enfin, le sentiment qu'il allait avoir une razzia démocrate était quand même pas là du tout. Et qu'est-ce que ça indique sur le futur? Très certainement que ça va être extrêmement difficile pour l'administration en place de préserver sa majorité au Congrès. Alors là, encore une fois, ce serait pas tellement une surprise parce que traditionnellement, les élections de mi-mandat sont perdues pour le parti qui est au pouvoir et qui a gagné les élections présidentielles précédentes. Ça veut dire que ça donne une énorme responsabilité pour l'administration en place de voter les plans d'infrastructure avant, évidemment, idéalement avant la fin de cette année, mais surtout avant l'élection de mi-mandat, parce qu'après cette élection qu'ils vont malheureusement très certainement perdre, on va avoir une forme de blocage fiscal, très peu de décisions et très peu de décisions ambitieuses et de lois ambitieuses seront votées après novembre 2022. C'est généralement comme ça que ça se passe. Il y a une grande polarisation aujourd'hui aux États-Unis. Les républicains et les démocrates n'arrivent pas vraiment à travailler ensemble, parfois un peu, mais enfin, on a le sentiment que pour les plans d'infrastructure, qu'ils soient bipartisans ou faits par réconciliation budgétaire, en gros, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après les élections, il n'y aura plus la capacité de pousser des lois majeures. Merci beaucoup Samy pour vos remarques du jour, votre analyse de la situation américaine en l'occurrence. On parlait de la Fed et de la politique américaine avec vous. Samy Char qui était en visioconférence avec nous depuis Genève, chef économiste de Lombardier.